Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour me parler des lectures que j'ai pu faire au mois d'octobre. Alors je vais changer un petit peu de format puisque ça va s'intituler les tops et les flops du mois d'octobre. Je vais vous présenter tout d'abord les livres qui m'ont touchée, que j'ai beaucoup aimé, que ce soit des coups de cœur ou non, et que je vous recommande à 100%. Et d'un autre côté, les flops, c'est pas forcément des mauvaises lectures, encore une fois, c'est juste des romans qui étaient pas forcément là au bon moment ou surtout que j'attendais quelque chose que je n'ai absolument pas vu. On va commencer les tops de mon mois d'octobre avec clairement mon roman préféré de ce mois d'octobre, un vrai coup de cœur puisque ça s'appelle Broadway Limited. C'est de Malika Ferdiuk aux éditions L'École des loisirs. Alors en fait ce livre ça a été vraiment une très très belle découverte. C'est un tome 1, je ne sais pas combien il y aura de tomes, il me semble au moins 2. Le tome 1 se nomme Un dîner avec Cary Grant. Donc en fait dans cet ouvrage on est en après-guerre en 1947 ou 48. On va suivre Jocelyn qui est français, qui est pianiste et qui se rêve évidemment de devenir grand pianiste à Broadway. Il va partir à New York et il va intégrer un pensionnat de filles. Oui, donc c'est une grosse erreur puisqu'en fait Jocelyn se dit Jocelyne et que là-bas ils ont tous cru que c'était une fille. Donc il va devoir se battre pour essayer de rester dans cette pension. Pour filles, on va découvrir toutes ces jeunes femmes qui travaillent dur pour essayer de réussir à Broadway. Donc elles sont danseuses, elles font des claquettes, elles sont chanteuses, musiciennes, artistes vraiment complètes, elles font du théâtre. Et on va les suivre toutes ainsi que Jocelyn dans leurs péripéties, dans leur vie, dans leurs histoires qui sont pas forcément faciles. C'est une vraie fresque de l'époque. En tout cas, moi, ça m'a donné vraiment des étoiles dans les yeux. En fait, je connais pas très bien cette époque. Broadway, ça me parle pas tant que ça. Alors, j'aime bien les comédies musicales, mais pas à ce point-là. Et en fait, ici, on est vraiment typiquement dans... On a l'impression d'être dans une comédie musicale à elle-même. En fait, on a tout le temps des références d'artistes, de chansons, de poèmes. En fait, on est vraiment dans ce bouillon de culture de l'après-guerre aux États-Unis. C'est une très belle fresque, très bien écrite. Ça m'a donné envie de me plonger dans d'autres ouvrages de Malika Ferdiuk. En tout cas, je vous conseille 1000 fois Broadway Limited. C'est une très belle lecture. Et j'ai qu'une envie en fait, c'est de lire le tome 2 parce que je me suis attachée à chacune de ces jeunes filles et à Jocelyn. Et j'aime beaucoup ce type de fresque historique. Alors vous voyez derrière moi les Ken Follett, donc j'aime ce type d'ouvrage. Ici on est plutôt sur de la jeunesse parce que l'écriture est très accessible, mais encore une fois ça peut plaire vraiment aux adultes puisque je veux dire on ne suit pas des adolescents ici, ils ont entre 16 et 25 ans. Ils essayent juste de vivre de leur passion. Et voilà, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce roman. J'espère qu'il vous plaira également. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous-même vous en avez pensé. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 soit disponible. Un autre coup de cœur de ce mois d'octobre, j'ai lu 5 mondes, le tome 1, Le Guerrier des Sables, j'ai vu que le tome 2 était désormais disponible. Alors il y a beaucoup d'auteurs, je vais essayer de tous vous les dire, notamment d'illustrateurs, donc ils sont 5. Il y a Mark Siegel, Alexis Siegel, Xante Bouma, Matt Rockefeller et Boya Soon. C'est édité chez Gallimard. Alors c'est un roman graphique d'une grande qualité. Alors ici on est sur, encore une fois, de la jeunesse. Oui. Alors vous allez voir, il y a pas mal de jeunesse dans les tops et pas mal d'adultes dans les flops. Voilà, ça arrive. Déjà, j'aime beaucoup les dessins qui sont très doux, très chaleureux. Et quand on a 5 auteurs-illustrateurs qui ensemble collaborent pour créer ce petit chef-d'œuvre, j'étais très surprise de voir vraiment cette cohérence dans les dessins. Comme quoi, tous ensemble, ils peuvent apporter de la richesse et créer un univers qui se tient. En fait, ici, on est dans un univers où il y a 5 mondes, donc il y a 5 planètes qui sont complètement au bord de l'extinction. Oula, je vous montre dans le mauvais sens. On va suivre cette petite jeune fille qui s'appelle Una, qui est danseuse de sable. Donc les danseurs de sable peuvent faire des choses avec leurs mains, leur faire danser du sable. Et en fait, grâce à ça, l'idée c'est que le meilleur danseur de sable pourra un jour rallumer les phares des différentes planètes et en gros sauver les différentes planètes. On va se retrouver dans un roman dans ce roman en pleine guerre entre les mondes.
Et on va avoir cette guerre du point de vue de cette jeune fille qui va être aidée ensuite par deux garçons qui vont tout faire pour essayer de sauver le monde qu'ils connaissent et leur planète. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé l'univers science-fiction très riche. Il y a une vraie mythologie en fait sur les racines de la guerre, les racines des mondes, comment ils ont créé les phares pour essayer de tout faire pour lutter justement contre les guerres qui pouvaient se faire entre eux. L'explication de l'harmonie également est très importante. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont vraiment tout mignons. Ils sont pas tout noirs ou tout blancs. Il y a vraiment beaucoup de profondeur. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé cette BD. Donc, je pense que je lirai très prochainement la suite. Déjà, c'est très beau en plus. Ouais, forcément, quand il y a une belle couverture, ça m'attire. Encore une fois, Gallimard fait vraiment de la très bonne qualité en adulte comme en jeunesse. Donc, celui-là, je vous conseille vraiment à 1000%. On va continuer sur les mangas, je pense que vous les avez vus partout, donc je vais aller très rapide. Promise Neverland, c'est un manga qui m'a beaucoup plu, j'en suis déjà au tome 3. On va suivre des jeunes dans un orphelinat un petit peu spécial puisque tous les jours ils ont des tests de QI à réaliser, ils doivent avoir les meilleures performances possibles. Leur directrice que tout le monde appelle maman est finalement un petit peu bizarre et pas si sympathique que ça. Et on va découvrir des choses étranges. Peut-être que l'orphelinat n'est pas simplement qu'un orphelinat. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'est parfait pour la saison puisque ça fait un petit peu peur. Les dessins sont vraiment très agréables. Ça se lit vite et on est vraiment à fond avec les personnages. On a envie de les aider. Donc, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et Made in Abyss de Akito Tsukushi. Désolée pour la prononciation. Aux éditions Ototo. Alors, Made in Abyss, j'ai adoré. C'est un univers de fantasy où en fait il y a une véritable ville qui a été créée autour d'un cratère, que vous pouvez voir un peu sur la couverture derrière la jeune fille. En fait, toute leur civilisation de cette ville est vraiment liée au cratère, donc qui va vers les abysses. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça peut aller. Il y a des espèces de tranches de profondeur. Je pense même qu'il y a une carte. Exactement. Vous avez par exemple cette carte au début. Et donc en fait, chaque niveau de profondeur va avoir des impacts sur la santé de ceux qui veulent y aller, vers des monstres différents, mais également des artefacts, donc des reliques à aller chercher. Ici, on va suivre des enfants qui veulent devenir, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, les caverniers, voilà, qui veulent devenir caverniers. Donc il faut évidemment étudier pour pouvoir aller de plus en plus profond. Eux, leur rêve, c'est d'aller le plus profond possible. Il y a une vraie, si je le tiens dans mon sens, ça sera mieux. Il y a une vraie mythologie, c'est hyper bien développé. J'ai vu qu'il y avait un animé, donc pourquoi pas, même si j'ai jamais regardé d'animé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai bien aimé la douceur et les traits des personnages qui sont très enfantins. En tout cas, je trouve que ça donne vraiment beaucoup de... Je trouve que ça donne un côté très chaleureux à cette histoire et ça m'a beaucoup plu. Donc je vous conseille vraiment Made in Abyss. Et enfin, mon autre pépite du mois d'octobre, j'ai lu Elma, une vie d'ours, le tome 1, Le Grand Voyage, donc que j'ai eu la chance d'avoir dédicacé par Léa Mazet elle-même, donc l'illustratrice. Je vous montre sa petite dédicace avec l'ours. Très très jolie. En fait, dans cet ouvrage, on va suivre la petite Elma qui a été élevée par cet ours. Donc, ils ont toujours vécu dans la forêt. Et un jour, en fait, l'ours va lui dire qu'ils vont partir pour un grand voyage sans lui expliquer plus que ça où ils vont et ce qu'ils doivent faire. Je vous en dirai pas plus. Ça se lit très très vite. C'est chez Dargaud, que je n'oublie pas. Alors, mon seul point négatif, en fait, c'est que ça se lit tellement vite qu'il faut absolument le tome 2 parce que c'est coupé en plein milieu et on est là, ah bah, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Mais en général, ce genre d'inconvénient, c'est très positif. Voilà, si le seul inconvénient que j'ai à dire, c'est qu'il me faut la suite, ça veut dire que ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est très accessible. C'est de la BD, je pense, qui peut se lire seule, je pense, à partir de 8 ans. J'ai beaucoup aimé les dessins. Vraiment, les illustrations sont vraiment très très belles, très automnales. Voilà, donc celui-là, je vous le conseille, c'est très mignon. Le tome 2 devrait sortir, il me semble, en 2019, vers le printemps. Et maintenant, je vais vous présenter mes flops. Oui, alors, donc encore une fois, flop, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais romans. En général, ils sont très bien écrits.
C'est juste que c'était des ouvrages qui allaient pas forcément avec ce que j'avais envie de lire en ce moment, qui correspondaient pas du tout à mes attentes, ou alors tout simplement qui n'allaient pas avec l'état d'esprit que j'avais. Faut savoir que je sais pas pourquoi j'ai lu des trucs un petit peu déprimants au mois d'octobre et c'était pas du tout ce que j'avais envie de lire, donc effectivement toutes ces lectures un petit peu dures, j'ai vraiment du mal. Voilà. Donc la première que j'avais à vous présenter, il s'agit de Ulysse from Bagdad de Eric Emmanuel Schmitt. Alors j'aime beaucoup cet auteur, j'ai beaucoup aimé L'Enfant de Noé, j'ai beaucoup aimé Oscar et la Dame Rose. J'aime beaucoup l'écriture, alors j'ai absolument rien à dire sur l'écriture de Eric Emmanuel Schmitt. Ici en fait on va suivre, comment il s'appelle, Saad, donc qui veut dire espoir, qui nous vient d'Irak. Donc en fait Saad, il a qu'une envie, c'est de quitter Bagdad en Irak. Malheureusement, comme vous le savez dans l'histoire, il y a eu tout d'abord un embargo qui a absolument appauvri toute la population suite à la dictature de Saddam Hussein. Après ça, il y a les Américains qui sont arrivés. La situation n'a pas été beaucoup mieux non plus pour les habitants. Soyons honnêtes, en général, ce genre de guerre, ça finit jamais bien pour les gens qui y habitent. Et donc on va suivre Saad dans sa quête d'espoir à la recherche, là on dirait un petit peu la recherche du paradis perdu puisqu'il veut absolument aller en Angleterre. Donc il y a des raisons pour lesquelles il veut en Angleterre. C'est son rêve, il va traverser par plusieurs villes, c'est un chemin qui va prendre beaucoup de temps, il me semble même plusieurs années. Et pourtant ça l'a pas fait avec moi. Alors honnêtement, c'est une belle histoire. Personnellement, j'ai appris beaucoup déjà sur l'Irak, puisque c'est un pays que je connais très peu. Et finalement, à part ce qu'on a vu à la télé, je ne connaissais pas grand-chose. Surtout l'impact, par exemple, de l'embargo sur les habitants. Au final, un embargo, c'est des sanctions économiques et politiques contre un dirigeant, mais finalement, ça peut avoir énormément d'impact sur la population. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé apprendre et découvrir. Évidemment, on en prend plus sur la situation des clandestins, de l'immigration illégale. On parle également des bateaux donc, qui se renversent dans la Méditerranée et qui font des milliers de morts par an. Voilà, il y a des sujets comme ça très très durs. Encore une fois, au mois d'octobre, c'était pas forcément le moment où j'avais envie de ce genre de lecture dure. Personnellement, ce qui m'a manqué en fait, c'est Saad. Je l'ai trouvé très froid. Voilà, j'ai trouvé ce personnage a des émotions, il lui arrive des choses très difficiles, mais il garde beaucoup pour lui et finalement, nous, on a beaucoup de mal à récupérer ce qui lui arrive. En fait, il ne nous transfère pas ses émotions. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a manqué. Je dis pas que je voulais un roman tire-larme, mais en fait, j'ai eu l'impression d'avoir un roman avec beaucoup de froideur. Parce qu'il y a d'autres ouvrages sur la situation des clandestins, de l'immigration illégale, des conditions de vie dans lesquelles ils sont, qui sont peut-être plus appropriées à mes goûts, en tout cas. Voilà. La très très grosse déception de ce mois-ci, La Chambre des Morts de Franck Tillier. Alors il faut savoir que c'est un de ses premiers romans. Voilà. De Franck Tillier, c'est le premier ouvrage où on trouve Lucie Hennebel, qu'ensuite vous retrouverez dans la saga Lucie Hennebel et Franck Charcot, que j'adore absolument. J'en ai lu, je sais pas, j'ai lu je pense 70-80% de cette saga et j'apprécie beaucoup. Ici je suis retournée aux racines puisque j'ai commencé assez tard. J'ai commencé avec la trilogie sur l'horreur, je crois, Gattaca, Pandemia, voilà, tous ces ouvrages-là qui sont finalement beaucoup plus récents. Et celui-là, mais ça a été une déception, mais incroyable. Alors quand j'ai regardé les notes et les commentaires des gens, bon, c'est un roman qui était pas mal encensé en tant que thriller. Alors pour être honnête, je pense qu'il était encensé parce que c'était son premier. Moi qui ai découvert Franck Tillier avec ses ouvrages suivants, je peux vous dire que celui-ci est vraiment très en dessous, que ça soit dans la construction des personnages, la construction de l'histoire, le suspense, la révélation finale. J'étais extrêmement déçue. Honnêtement, c'est complètement tombé à plat. Et je suis en train de me rendre compte pourquoi, en fait. Qu'est-ce que j'aime chez Franck Tillier, c'est qu'il y a toujours cet aspect scientifique. Il y a un côté vulgarisation scientifique qui nous permet de comprendre ce que ça soit les gènes, il y avait le nucléaire, enfin il y a toujours des thèmes qui sont très présents, qui nous expliquent simplement, entre guillemets, quelles peuvent être les conséquences, je sais pas, de mutations génétiques ou comment ça se passe.
l'évolution, ce genre de choses. Ici, l'aspect scientifique, bon, bah pas trop. Et peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai pas aimé. En tout cas, celui-là, je vous conseille pas si vous avez déjà lu ceux d'après, parce que vraiment, il est moins bon. Voilà. Désolée. Je vais continuer à aimer Franck Tillier, mais du coup, j'ai décidé de me débarrasser des premiers, et je vais lire que les nouveaux, du coup. Déception numéro 3. Dans la forêt de Jean Eglang, édition Gallmeister. Je vais y arriver. Couverture splendide, on est d'accord, donc c'est la réédition en poche. La couverture m'a donné hyper envie. En fait, dans cet ouvrage, on va suivre deux sœurs qui vivent dans la forêt, qui ont toujours vécu dans la forêt. Et en fait, dans le fond, on se retrouve c'est un roman apocalyptique, entre guillemets, puisque sans finalement bouleversement majeur, mais au fur et à mesure, l'électricité va s'éteindre, il n'y aura plus d'essence. Le monde va, entre guillemets, arrêter de tourner tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ces jeunes filles vont essayer de se débrouiller toutes seules dans leur maison, dans la forêt. Pourquoi ça a été un gros flop? Alors, je vais vous expliquer. L'écriture de Jean Eglang est vraiment splendide. C'est très belle écriture, c'est très fluide, ce qui fait que c'était pas spécialement difficile de retourner dans le roman. Même si ça me plaisait pas, c'était pas ce que j'attendais, j'y retournais entre guillemets avec plaisir, puisque je savais que ça allait être une lecture vraiment où j'allais tourner les pages simplement, où l'ambiance et l'atmosphère est très agréable. Voilà le mot, c'est un roman d'ambiance. Voilà. Personnellement, je m'attendais à de la science-fiction apocalyptique. Voilà, j'avais envie de ça parce que j'aime ce genre de roman. J'aime comprendre les cataclysmes, comprendre les conséquences pour les gens, la survie, comment finalement on en est arrivé là. Et ici, bon bah déjà on parle pas du tout de comment on en est arrivé là, on sait rien du tout en fait sur ce qui s'est passé. De même que les jeunes filles qui savent absolument pas du tout, elles sont un petit peu coupées du monde. Et en fait on va suivre deux jeunes filles qui vivent dans la forêt. Voilà, je suis désolée, ça va pas plus loin que ça, dans le sens où c'est un roman d'ambiance autour de la vie au quotidien de ces deux jeunes filles. Voilà. Donc si vous attendez du post-apo, de l'apo, un roman bourré d'action, vous oubliez, c'est pas du tout ça qu'il faut lire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas du tout un flop général, entre guillemets, c'est juste que c'est pas du tout ce que j'attendais et du coup j'étais très déçue parce que j'avais pas envie de lire un roman d'ambiance. Voilà. Mais pour celles et ceux qui aiment les romans d'ambiance, allez-y parce que c'est extrêmement bien fait, bien construit, bien écrit. Malheureusement, c'est pas ce que je voulais lire du tout. Et dernière déception, celui-là c'est un juste mini flop. Voilà, Jefferson de Jean-Claude Mourlevent, on l'a vu à peu près partout celui-là, toujours un coup de cœur. Malheureusement, pour moi ça a été un mini flop. Alors Jefferson, ici on va suivre un petit hérisson qui vit au royaume des animaux. Donc c'est un roman jeunesse, comme vous pouvez comprendre. Je pense à partir de 8 ans. Je pense que c'est un bon âge. Le petit hérisson se rend chez son coiffeur barbier pour se rafraîchir la houppette, qui est un blaireau il me semble, et il va trouver le blaireau assassiné. Malheureusement, quelqu'un va le voir à côté du blaireau assassiné et Jefferson va être pris en chasse par les autorités puisque tout l'accuse dans ce meurtre du coiffeur. En fait, on va être ici dans une enquête puisque Jefferson va partir avec son meilleur ami à la recherche des vrais tueurs du blaireau et ils vont se retrouver dans le monde des humains. Alors, honnêtement, c'est un excellent roman. C'est un excellent roman à plein de niveaux puisque on y traite de sujets qui sont forts, qui sont importants. Par exemple, on y traite de la manière dont sont traités aujourd'hui les animaux. On parle d'abattoirs, on parle de véganisme, on parle de la souffrance animale. Donc c'est des thèmes qui sont forts et qui sont très importants et qui doivent également être là dans la littérature jeunesse. La petite histoire policière est plutôt sympathique, honnêtement. J'ai passé un bon moment avec cet ouvrage. Pourquoi ça fait partie des flops? Tout simplement parce que c'est là où va la limite de la littérature jeunesse et très jeunesse pour moi. Encore une fois, pour moi, c'est un roman que j'ai trouvé trop jeunesse. Voilà. Pourtant, j'aime beaucoup l'écriture de Jean-Claude Mourlevent. Je pense que je le dirais qu'en adulte parce que en fait, en le lisant, je me suis dit, bon, bah là, c'est pas toi la cible. Voilà. Clairement, je pense que c'est une cible par l'enquête policière et par les thèmes. C'est vraiment une cible plus enfant, pré-ado. Voilà, je pense que j'ai un peu passé l'âge, en tout cas c'est mon avis,
de lire ce genre de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont beaucoup aimé, que ce soit Stéphanie, Pikiti Bookin ou Justine Schell. Malheureusement avec moi ça l'a pas fait et je pense que je suis restée hermétique à cause de ce discours qui était pour moi trop jeunesse. Voilà. C'est tout pour ces tops et ces flops. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la différence de format, alors juste que je les ai rangés par d'abord les coups de cœur puis les flops plutôt que par ordre chronologique. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et est-ce que vous avez lu ces ouvrages, notamment ceux que j'ai mis en flop entre guillemets? Qu'est-ce que vous pouvez... qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis ou est-ce qu'au contraire vous avez un avis complètement différent? Ça m'intéresserait beaucoup de vous lire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée.